J'ai entendu parler de l'excision, notamment au cours de ma formation d'éducatrice spécialisée. On nous sensibilise vachement là-dessus parce qu'on a des publics qu'on accompagne qui viennent de pays notamment africains. Je trouve que c'est pas loin d'être criminel de le pratiquer presque. Pour moi, c'est quelque chose encore de tabou, je trouve. Même si on connaît tous ce que c'est, qu'on en a tous déjà entendu parler, c'est pas quelque chose qu'on en parle encore ouvertement. Enfin, je crois pas. C'est pas normal de nos jours, au XXe siècle. C'est pas normal de faire ça aux femmes. Ça va rester dans la tête, hein. Je sais que c'est une pratique qui se fait en Afrique et aussi, il me semble, en Inde. Que ce sont des femmes qui se font inciser des parties intimes avant leur mariage, il me semble. Je l'ai découvert en arrivant sur ce poste. Je ne connaissais pas l'excision, je ne connaissais pas l'infibulation et j'ai vraiment été sensibilisée et formée par le GAMS et notamment à travers des témoignages de victimes et c'est vrai qu'on ne peut pas être insensible, on ne peut pas rester insensible. À l'âge de 6 ou 7 ans, si mes souvenirs sont nets, j'ai été excisée, j'étais avec ma sœur aînée et c'était à Nzérékoré, au sud de la Guinée. Alors pour la petite histoire, on est parti à Nzérékoré, on nous avait dit que c'était pour les commémorations des 6 ou 7 ans du décès de mon grand-père. Donc toute la famille y était. On est parti et on nous a amenés dans une forêt. Une forêt, vraiment, c'est vraiment une forêt. Où on ne voyait que la maison qui devrait nous recevoir. Donc du coup, pour entrer dans cette maison, il fallait passer par une petite allée. Et dans cette allée, et c'est là-bas que tout se faisait. Et à tour de rôle, on venait nous chercher. Mais puisqu'on n'entendait rien, et moi j'étais tellement pressée de passer par là et tout, et mon tour est arrivé, on est venu me chercher, on m'a amenée dans ce petit coin, sauf qu'à peine arrivée, il y a 2 ou 4 femmes qui m'ont attrapée, bâillonnée, on m'a fait coucher. Et un coup, j'ai senti quelque chose de très, très douloureux qui m'a traversé tout le corps, qui m'a transpercé, je vais dire, mes organes. Et tout. Ça, en tout cas, ce que je sais, j'ai eu très, très, très mal. Il y en a 2 qui avaient attrapé mes pieds, mes jambes. Et il y en a 2 aussi qui étaient vers là-haut et tout, qui m'empêchaient de pleurer. Et là, je pense qu'on m'a coupé quelque chose. On m'a vraiment coupé quelque chose parce que j'ai eu très, très, très mal. Une des priorités dans le cadre du plan départemental de prévention et de lutte contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés, ça a été de mettre en place un centre de prise en charge pluridisciplinaire. Ce centre de prise en charge va permettre l'accompagnement global des victimes et la prévention auprès des familles. Et ce centre de prise en charge se situe au CHU de Reims. On y retrouve des associations, on y retrouve des psychologues, mais on y retrouve aussi le service gynécologique et obstétrique porté par le professeur Gasselin et toute son équipe. Et c'est grâce à ce centre de prise en charge pluridisciplinaire que les victimes peuvent être accompagnées dans leur démarche. Cette pratique consiste en l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme et qui sont généralement pratiqués sur des fillettes, sur des petites filles, dès la naissance jusqu'à l'âge de l'adolescence et quelquefois à l'âge adulte. C'est bien sûr une pratique qui viole les droits humains fondamentaux de ces jeunes filles exposées à ces pratiques et qui sont surtout réalisées dans des communautés d'Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, mais aussi en Asie et en Amérique andine. Bien sûr, cette pratique est actuellement totalement interdite dans les pays européens et condamnée par un grand nombre de gouvernements africains. Quand on regarde cette carte, on se rend bien compte que c'est un problème qui est
qui existent sur l'ensemble de la planète. Dans le monde, on estime qu'il y a 160 millions de femmes qui ont subi une forme de mutilation sexuelle, et sur le continent européen, il y en a environ 500 000, dont 60 000 femmes ont été excisées et vivent à l'heure actuelle en France. Alors, ces excisions sont réalisées comment ? Eh bien, elles sont réalisées la plupart du temps dans des conditions extrêmement rudimentaires, avec des instruments rudimentaires tels que lame de rasoir, couteau, ciseaux, ou parfois même avec des substances corrosives. Et quand il y a une suture, bien sûr, elles ne sont pas réalisées dans de bonnes conditions, ni d'asepsie, ni avec du matériel adapté. Elles peuvent être, ces jeunes filles, suturées avec des épines ou avec des aiguilles de couture. La plupart du temps, il y a également des soins très rudimentaires qui sont prodigués dans les suites de ces excisions, avec des solutions à base de plantes, et parfois même on attache les jambes des fillettes pour assurer ou faciliter, soi-disant, la cicatrisation après ces mutilations. Et puisque moi je saignais beaucoup, c'est par après qu'on m'a expliqué, on m'a appliqué une solution blanchâtre et tout. C'est par après que j'ai demandé, on me disait que c'était de la farine de manioc qu'ils avaient un peu mis de l'eau là-dessus et ce qu'ils appliquent sur la plaie pour faire stopper l'hémorragie. Il y avait même une femme enceinte qui était passée par là. Et après, on ne l'a plus revue. Est-ce qu'elle a survécu ? Est-ce que son enfant a survécu ? On n'en sait rien. Et en 2023, cette pratique continue toujours en Guinée et à ciel ouvert. Il y a les textes constitutionnels qui disent que cette pratique est interdite et pénalisée, mais jamais on n'a vu personne en prison par rapport à ça. Même les vacances dernières, les jeunes filles continuent à être excisées. Alors il y a différents types de mutilations. On le voit ici sur ces schémas. Le type 1 consiste en l'ablation du clitoris. Le type 2 consiste en l'ablation du clitoris et des petites lèvres. Et enfin, le type le plus sévère consiste en l'ablation du clitoris, des petites lèvres et à la suture, occasionnant ce qu'on appelle une infibulation, et en ne laissant qu'un perpuis relativement petit au niveau de l'orifice vulvo-vaginal. Et on voit ici sur cette photo d'une femme adulte qui a été excisée et victime d'une mutilation de type 3 avec une infibulation et une fermeture quasi complète de l'orifice vulvo-vaginal. Je ne pourrais pas coordonner un plan d'action départemental s'il n'y avait pas tous les acteurs qui œuvrent auprès des victimes, toutes ces associations, que ce soit bénévoles ou professionnels, que ce soit le CHU de Reims avec toute son équipe. On est vraiment sur quelque chose, un fléau qui nécessite davantage d'être identifié, d'être connu et d'être déconstruit. Parce que entendre que c'est la tradition, entendre que c'est culturel, entendre que c'est religieux, c'est pas la vérité. C'est le principe d'une domination masculine sur des femmes, sur le fait de vouloir maîtriser la femme dans sa sexualité, dans sa grossesse. C'est cette notion d'avoir un pouvoir sur les femmes. On a été amené à faire un événement l'année dernière. On a proposé à des femmes qui ont subi ou entendu parler de l'excision, en tous les cas dans la famille, ont connu l'excision, de pouvoir assister à une causerie et de pouvoir s'exprimer au sujet. Le problème qui se posait à ce moment-là, c'est que ces jeunes femmes-là, elles avaient beaucoup entendu parler de l'excision dans les années 80-90, où la prévention était très forte et démarrait en tous les cas en France. Et aujourd'hui, quand on leur parlait de mutilation sexuelle ou d'excision, elles se disaient mais ça c'était avant. Et le problème actuel, c'est qu'elles étaient aujourd'hui arrivées à un âge
30 ans, 40 ans, ou parfois c'était des personnes qui venaient juste de se marier, qui rentraient dans leur vie intime ou alors en tant que jeune maman et qui du coup découvraient les problèmes que pouvait causer l'excision. Donc à ce moment-là, elles avaient l'occasion de pouvoir échanger sur ces différents problèmes et d'attendre donc des réponses de certains professionnels, dont Dominique qui est sage-femme, sexologue, qui a pu apporter son expertise et des témoignages de personnes excisées qui ont eu à refaire de la reconstruction et d'autres personnes qui n'en ont pas ressenti le besoin nécessairement de refaire de la reconstruction et aussi pour celles qui avaient besoin de faire un suivi psychologique. Les femmes peuvent croire qu'elles sont excisées parce que leur tante, leur mère leur a dit qu'elles étaient excisées pour les protéger de la pression sociale qui existe dans certains pays où toute femme qui n'est pas excisée est une bellacoro et n'est pas mariable. Donc elles viennent pour savoir comment elles sont excisées et si elles sont excisées. Les femmes qui ont une excision modérée, il est vrai, quelquefois ne souffrent pas de cette excision. Et c'est pour ça qu'elles sont quelquefois étonnées de l'excision. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui se croient excisées et qui ne le sont pas. Et l'annonce est quelquefois problématique. Parce que ça réveille quelquefois la cérémonie de l'excision qui peut s'être passée après l'âge de 5 ans, mais quelquefois qu'à l'adolescence, et qu'elles ont enfoui dans leur tête. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une équipe pluridisciplinaire de prise en charge, et elles sont orientées vers la psychologue, la sexologue, et l'avis également du médecin, le docteur Raymond, pour une prise en charge complète. Alors, il faut savoir que les mutilations sexuelles féminines engendrent un certain nombre de complications avec des conséquences sur la santé physique des femmes, comme des risques hémorragiques ou infectieux, comme ça a pu déjà être dit, mais aussi psychologiques, avec des angoisses, des pertes de confiance en soi, des dépressions, des prises de conscience de ce qui leur a été fait, qui n'est pas toujours connu au départ. Et donc, ces complications agissent sur la santé sexuelle et reproductive des femmes, avec des complications lors de la grossesse et de l'accouchement, une perte du plaisir pendant les rapports sexuels, des complications à long terme, avec des infections pelviennes chroniques, des formations à type de kyste qui peuvent être de taille plus ou moins importante et gêner les patientes dans leur vie quotidienne, des obstructions vaginales, des infertilités. Et les membres du groupe qui prend en charge les patientes au CHU de Reims sont là pour essayer d'améliorer la vie des patientes et réduire au maximum ces complications. Alors notre but, c'est d'accueillir, de prendre en charge et de les accompagner de façon pluridisciplinaire et coordonnée, puisque ça va faire appel à un certain nombre de praticiens différents avec des surspécialisations très spécifiques. On le fait en partenariat avec le GAMS Grand Est et on agit auprès des patientes ayant subi ou menacées de subir une mutilation sexuelle féminine ou qui sont dans un projet de chirurgie réparatrice. Pas forcément, mais un certain nombre d'entre elles consultent pour pouvoir se reconstruire. Alors c'est une reconstruction physique, mais aussi psychique, et il est important de pouvoir y répondre. Cette mutilation qu'elles ont subie dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, doit aussi passer par une vision de la sexualité de ces femmes qui a foncièrement changé et qu'elles puissent comprendre ce qui leur est arrivé. Mais la psychologue a aussi un rôle important puisque c'est un véritable traumatisme pour celles qui ont un souvenir de l'excision, pour éviter de créer des stress post-traumatiques en cas de demande de réparation, puisqu'elles vont revivre un peu cette excision avec des douleurs dans cette zone. Et il faut être sûr que la patiente puisse tolérer correctement une réparation. Et donc il y a un très gros travail qui est fait par la sexologue et la psychologue en amont de la réparation. Donc, bien évidemment, le nombre d'entretiens va dépendre de chaque patient, puisque chaque patiente a une histoire différente en fonction de son âge, de son lieu et des circonstances de son excision. Donc, on a aussi une organisation de groupes de parole de femmes excisées, ce qui leur permet de discuter entre elles et de pouvoir parler peut-être plus librement qu'avec un médecin, une sexologue ou une psychologue qui est de cultures différentes. Et de temps en temps, c'est plus facile de parler entre personnes de même culture.
Dans un deuxième temps, j'assure les formations des futurs professionnels avec une équipière du GAMS, donc futurs professionnels que sont les élèves sages-femmes, les élèves puéricultrices, les élèves auxiliaires puéricultrices et au niveau de l'IRTS, l'Institut de formation sociale, assistante sociale et autres, toutes les promotions sur la thématique des mutilations sexuelles, mais aussi du mariage forcé, puisqu'il faut quand même dire que la plupart des femmes excisées ont subi ou vont subir, et c'est là où il y aura une demande de protection, un mariage forcé. Au niveau de la formation initiale des professionnels de santé, il y a des modules pour détecter et pour réparer les personnes qui ont été victimes d'excision. C'est quelque chose qui est récent, donc on voit que le monde évolue, la société évolue et que dans le cadre de ces formations-là, les professionnels de santé vont davantage être formés pour accompagner les victimes d'excision dans leur démarche de reconstruction. En 2014, j'arrive en France et je me rends compte que l'excision est condamnée, que l'excision est passible de peine de prison. Et là, je me rends compte que c'est vraiment deux mondes différents. Que les personnes qui sont victimes d'excision dans les pays d'Afrique ou autres sont protégées, ou que leurs futures progénitures qui sont susceptibles d'être excisées sont protégées ici en France. Donc là, je me dis que c'est une terre promise où ma lutte, mon combat peut fleurir. Donc je me suis engagée dans le GAMS pour l'une de ces raisons, pour qu'en France, je puisse m'armer suffisamment pour pouvoir aller en guerre contre les personnes qui pratiquent encore l'excision et toutes sortes de violences sexuelles envers les femmes. Dans la matière de lutte contre l'excision au Burkina, depuis des décennies, nous avons utilisé des causeries éducatives, des ciné-débats, des théâtres fora et des conseils individuels. Nous avons également utilisé les témoignages des victimes. Et nous avons également mis en avant la restauration des séquelles de l'excision. Et bien sûr que nous pensons que ces moyens de sensibilisation ont eu un impact très positif dans la régression de la pratique. Cependant, la pratique demeure, elle persiste. Et nos réflexions vont aujourd'hui dans le sens comment faire, comment innover, parce que nous pensons que la tranche de la population sensible à la sensibilisation a laissé tomber la pratique, celle sensible à la répression a laissé tomber la pratique, celle qui persiste dans la pratique, nous pensons que le problème est beaucoup plus profond que ça et que nous devons approfondir la réflexion sur quels moyens efficaces pour arriver à bout de cette pratique à la peau dure. À côté de tous les autres pays aujourd'hui qui essayent de lutter contre cette pratique, la Guinée, ça n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas, mais il faut qu'on essaye de mettre à nu cette pratique, qu'on montre aux personnes qui excisent ou même aux victimes, aux enfants qui sont des futurs candidats à l'excision, qu'ils vont subir, le traumatisme de leur vie. Le premier problème en tant qu'infirmiers, je dis bien libéraux, c'est lorsqu'elles passent à la reconstruction, il y a une partie de soins à domicile. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, certains professionnels ont du mal avec ce soin en particulier parce que c'est très intime, ne connaissent pas, ont peur de mal faire à ce moment-là. Donc moi, c'est assez naturellement que, comme j'ai eu cette formation et que c'est un sujet que je pourrais pas dire que je maîtrise, mais en tous les cas que j'ai pas mal étudié, on entre quand même encore une fois dans l'intimité de cette personne. Donc il y a un climat de confiance à instaurer avec cette personne. C'est peut-être un peu plus facile aussi quand j'arrive, moi, en tant que femme noire, en tant que femme sénégalaise, qui connaît cette pratique et qui en a entendu parler depuis longtemps. On instaure déjà ce climat de confiance. On essaye de discuter, de voir un peu et de montrer à la personne qu'on sait quelle est cette pratique, que
que derrière, il y a tout le suivi et qu'on est là pour l'accompagner. Comme je vous le disais, les consultations post-opératoires sont extrêmement importantes. Donc, on va en faire des hebdomadaires au départ pour la cicatrisation où se joindra à nous la sage-femme qui rediscutera avec la patiente de son ressenti, qui pourra réexpliquer certaines choses qui auront été vues en amont. On réadaptera les traitements. Donc, cette visite hebdomadaire se fait jusqu'à la cicatrisation complète de la chirurgie. Et une fois que l'épidermisation se fait, on espace un peu les rendez-vous. Et là, on passe plus sur une prise en charge sexologue, psychologue, en fonction du recours nécessaire pour la patiente pour retrouver des sensations avec son nouveau clitoris et sa nouvelle anatomie. Bien évidemment, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas forcément de demande de réparation, mais on fait aussi des certificats médicaux stipulant que la patiente a une mutilation sexuelle féminine qu'on grade et qu'on remet à la patiente. Et donc, ça permet dans un certain contexte d'expertise de pouvoir justifier que quelqu'un a gradé sa mutilation. Ça nous permet aussi de pouvoir l'avertir et prévenir pour les enfants de cette femme qui ont eu des mutilations sexuelles féminines, qu'on reste toujours une porte d'entrée, une porte de parole si elles ont des craintes pour leur enfant, puisque ce n'est pas les parents qui vont réaliser ces mutilations, mais ça peut être l'entourage. Et si elles ont peur, on peut aussi intervenir conjointement avec le GAMS pour éviter la récidive de la mutilation chez leurs enfants. Mais ça nous permet, puisque dans le service, nous sommes très attachés à la prise en charge des mutilations sexuelles féminines, à une formation des internes à cette prise en charge, à que faire au moment de l'accouchement, comment informer les patientes. Et il y a eu également des projets de recherche et des travaux universitaires sur le sujet pour sensibiliser autour de nous le plus grand nombre. De l'entrée au sein du CHU jusqu'à la sortie par la reconstruction psychologique et médicale, pour permettre une vie pleine et entière en tant que femme, en tant que maman. Et peut-être aussi, ces femmes-là vont transmettre leur vécu, vont transmettre ce qu'elles ont pu subir, elles vont comprendre qui elles sont, parce qu'elles ont été victimes à un moment donné, mais on ne reste pas dans un statut de victime à vie. Et c'est ça aussi, l'écoute psychologique, c'est dit, oui, vous avez été victime, oui, vous avez subi des violences, mais ne les reproduisez pas, faites-en un combat, transmettez, faites-le savoir, et c'est ainsi que la société va évoluer, et c'est grâce à tous ces professionnels, y compris l'équipe de professeur Gresselin, que ces femmes-là vont se reconstruire, et j'espère vont transmettre à travers leurs témoignages, notamment au sein d'associations, pour faire que ce fléau n'existe plus, et qu'on n'ait plus à dire qu'il y ait 125 000 victimes en France, mais qu'il y ait 0 victime d'ici quelques années. Ça serait vraiment mon idéal.